Connu de tous et symbole des As de 14-18, il est celui qui va élever le combat aérien au rang de chevalerie des temps modernes. Reconnaissable avec son fameux triplan Fokker rouge vif, il est le pilote le plus craint mais aussi le plus respecté aussi bien par ses camarades que par ses ennemis. Aujourd'hui, je vous emmène dans le ciel de la Grande Guerre à la découverte du célèbre Manfred von Richthofen, dit le Baron Rouge. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et bon, apparemment vous connaissez déjà tous. Bon, bah c'est pas grave, je vais quand même tout vous réexpliquer. NordVPN, c'est un service te permettant de sécuriser ta navigation internet. Il est disponible sur Windows, Linux, Mac, Android, iOS et même sur les Smart TV. Avec ses 5500 serveurs répartis dans 60 pays, NordVPN te permet d'accéder sans risque à tous les contenus bloqués dans ton pays. En effet, avec NordVPN, tu peux avoir accès aux vidéos YouTube bloquées dans ton pays ou encore au catalogue Netflix ou Disney+ de n'importe quel autre pays. Ouais, avec NordVPN, tu peux même mater le dernier Avenger sur Disney+. Et tenez, même moi je m'en sers pour regarder par exemple des documentaires disponibles sur la BBC, car ceux-ci sont indisponibles en France. Et parce que la sécurité avant tout, tu peux aussi te connecter tranquillement dans n'importe quel McDonald's ou encore dans n'importe quel aéroport, sans risquer de te faire voler tes données. Alors pour pouvoir naviguer sur internet en toute tranquillité, n'hésitez pas à vous rendre sur nordvpn.com/lafolhistoire pour profiter d'une réduction de 70% pour un abonnement de 3 ans et d'un mois gratuit avec le code LAFOLHISTOIRE. Voilà, merci à NordVPN, maintenant la vidéo peut commencer. Manfred Albert von Richthofen voit le jour le 2 mai 1892 à Breslau, dans la province de Silésie, au sein de ce qu'était l'Empire allemand. Manfred a la chance de descendre d'une ancienne famille aristocratique. Bon, c'est clairement pas la plus riche, mais il jouit quand même d'une enfance assez aisée. Il passe la plupart de son temps à jouer dans les vastes prairies de la Silésie et prend goût très tôt à la chasse et à l'équitation. Une anecdote raconte qu'à l'âge de 11 ans, il escalade le clocher d'une église pour y accrocher un mouchoir sur le paratonnerre de ce dernier. Il ne semble pas craindre le vide et ce passage résonne comme un signe annonciateur de ce que deviendra le jeune Manfred. À l'adolescence, il suit la voie de son père et entre à l'armée, à l'école des cadets. Son père est un ancien capitaine des cuirassiers prussiens et à cette époque, les familles aristocratiques, dont descend Richthofen, sont très attachées à la tradition militaire. L'Empire allemand est en effet une jeune nation guerrière, qui s'est fondée grâce aux guerres et a sans doute la plus connue, la guerre franco-prussienne de 1870, qui voit à l'issue de celle-ci, l'Allemagne s'unifier avec le rattachement de la Prusse à l'Empire allemand. L'aristocratie prussienne dans laquelle évolue Manfred le pousse alors, davantage par devoir que par envie, vers une carrière militaire. Il le dit lui-même dans son autobiographie, ça le faisait clairement chier d'aller à l'armée. Mais bref, il se retrouve à l'école militaire et à tout juste 18 ans, il en ressort en tant qu'officier dans la cavalerie allemande. Ça peut sembler jeune, mais encore une fois, quand on est dans l'aristocratie prussienne, ça sert surtout pour se distinguer socialement. Vous voyez ça plutôt comme un rite de passage. Mais alors que Richthofen ne souhaite pas du tout faire carrière dans l'armée, un petit événement de rien du tout va bousiller ses plans. Le 28 juin 1914, un nationaliste bosniaque assassine à Sarajevo l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand. Ce qui est perçu à l'époque vraiment comme un petit événement de rien du tout. La nouvelle n'a le droit qu'à un petit paragraphe dans les journaux français. Mais voilà, les tensions en Europe s'accumulaient déjà depuis un bout de temps, et cet acte est la goutte de trop, qui va mettre le feu aux poudres. Par un jeu des alliances, une sorte de machine infernale se met en marche, et ainsi les grandes puissances européennes se déclarent la guerre les unes après les autres. C'est le début de la Première Guerre mondiale. À 22 ans, Richthofen se voit alors obligé de retourner dans la cavalerie. Mais il constate rapidement que cette guerre ne ressemble à aucune autre, et se veut moderne. Et la cavalerie c'est assez old school, c'est vrai. Bon, autrement dit, ça sert plus à rien. Bah ouais, les grandes charges de cavalerie c'est bien sympa, mais on est en 1914. Et une charge de chevaux face à des mitrailleuses, ça a tendance à vite se transformer en abattoir à ciel ouvert. La cavalerie ne sert alors que pour des missions de reconnaissance, mais comme le conflit s'enlise, les hommes s'enterrent dans des tranchées cernées de barbelés. Les chevaux se retrouvent alors rapidement bloqués. Richthofen fait donc le choix de quitter la prestigieuse cavalerie et tente de se faire muter dans les toutes nouvelles forces aériennes allemandes. Il dit d'ailleurs dans sa lettre adressée au commandant des forces aériennes « Je ne suis pas venu faire la guerre pour ramasser du fromage et des œufs », ce qui vous donne une idée de son envie d'aller se frotter à l'ennemi. Il
Il débute alors sa carrière dans l'aviation en tant qu'observateur, assis à l'arrière, mais rapidement on lui propose de tenir le manche, et ses débuts sont assez mitigés. Bon, il s'écrase. Mais il persévère et réussit à passer les qualifications pour devenir pilote. Il est envoyé au-dessus de Verdun où il accomplit ses premières missions de reconnaissance. C'est en 1916 qu'il rencontre un certain Oswald Bulck, l'as allemand le plus en vogue à ce moment. Bulck est connu pour avoir mis en place le dictat Bulck, une suite de 8 règles essentielles pour le combat aérien, parmi lesquelles l'altitude, la vitesse, la surprise ou encore la patience. Ces 8 règles deviendront le credo de Richthofen, qui s'en servira pour devenir le Baron Rouge. Mais avant ça, il ne faut pas oublier que l'aviation est encore quelque chose de très récent, qui n'en est qu'à ses débuts. Et pourtant, les innovations s'accélèrent. La guerre motive les hommes à redoubler d'imagination pour, sans cesse, trouver le moyen le plus efficace d'éliminer son adversaire. Et c'est du côté français qu'on s'active le plus. Dès 1909, donc bien avant la guerre, les Français se dotent des premiers avions de reconnaissance. C'est le rôle qu'occupera l'aviation pendant un certain temps. En effet, au début de la guerre, les avions ne servent qu'à repérer les positions ennemies pour le réglage d'artillerie avec l'apparition de la photographie aérienne. Mais rapidement, on leur trouve d'autres utilités. Les pilotes peuvent larguer des bombes à la main directement dans les tranchées adverses, certains s'équipent aussi de fusils puis de fusils mitrailleurs pour tenter d'abattre les avions ennemis. Ces débuts plus que rudimentaires marquent les tout premiers combats aériens, car très tôt, de jeunes pilotes intrépides imaginent des moyens de plus en plus efficaces pour devenir les maîtres dans les airs. La situation change radicalement en 1915, lorsque les Allemands mettent au point un système de tir synchronisé, où la cadence de tir est réglée pour que les balles tirées passent toujours au travers des hélices de l'avion. Les pilotes allemands ont ainsi un net avantage sur leurs adversaires, car ce système leur permet de se concentrer davantage sur le pilotage. C'est à cet instant que ces simples petits avions en toile, aussi fragiles que des avions en papier, se transforment en véritables avions de chasse, taillés pour le combat. Et ce sont ces récits épiques que raconte Bulck à Richthofen qui le passionnent instantanément. Pour lui c'est décidé, il veut devenir pilote de chasse. Et il fait rapidement ses preuves. En septembre 1916, Richthofen abat son premier avion. Une première victoire à son tableau de chasse qui, vous allez le voir, ne va pas tarder à s'agrandir. Rapidement, il devient l'as des as allemands, surpassant son mentor Bulck qui meurt peu après lors d'une collision avec un autre avion allemand. Un as, c'est alors le nom donné à un aviateur ayant eu plus de 5 victoires confirmées. Et par confirmé, j'entends un avion abattu avec un ou plusieurs témoins au sol, pour confirmer que c'est bien le bon pilote et le bon avion qui a été abattu. Le terme d'as vient du jeu de cartes, où la carte d'as comporte 5 symboles, pour symboliser les 5 victoires des pilotes. Ceux que l'on nomme désormais les chevaliers du ciel sont de véritables stars dans leur camp respectif, de véritables héros aux valeurs chevaleresques. Oubliez les images que vous avez de mêlées d'avions, ce sont toujours des combats en 1 contre 1. C'est ce qui contribue d'ailleurs à faire l'image des combats aériens des combats dignes du temps des chevaliers, car seul votre talent pour le pilotage vous sauvera. Une défaite ne dépend pas de la chance ou d'un ordre d'un supérieur. Si vous perdez, c'est tout simplement que vous êtes tombé sur plus fort que vous. Du moins c'est l'image qu'on en avait à l'époque. Les plus connus sont Ernst Uday, 62 victoires, René Fonck, 75 victoires, ou encore Georges Guimer, et ses 53 victoires. Même s'il faut l'avouer, l'espérance de vie est alors très faible pour un pilote. Ceux qui ne parviennent pas à faire leur preuve au combat se font généralement abattre rapidement par l'ennemi. Les avions sont très fragiles, et les pilotes n'ont évidemment pas à leur disposition ni de sièges éjectables, ni même de parachute. Beaucoup de ces jeunes hommes finissent ainsi, brûlés vifs, pris au piège dans leur avion qui s'embrase à la moindre étincelle. Les As obtiennent la réputation de chevaliers des temps modernes. Leurs combats sont de véritables duels, et la plupart respectent un code d'honneur et de bonne conduite. Car oui, nous on fait la guerre, mais on la fait proprement, monsieur. En janvier 1917, Richthofen obtient le commandement de son propre escadron, la Jasta 11, et pour l'occasion, il choisit de repeindre son appareil, un Albatros D3 en rouge vif. Une couleur très voyante qui lui permet de se distinguer des autres avions dans le ciel. Et s'il fait ce choix, ce n'est pas juste parce que c'est un gros kéké, un fan de tuning, ou juste par ego, non, c'est par stratégie. Avec le reste de son unité, il met en place un stratagème redoutable. Les autres avions de la Jasta 11 sont peints avec des couleurs ternes, genre noir ou marron, et volent à très haute altitude. Et Richthofen, lui, vole en dessous, avec sa couleur visible de loin, il fait le jeu dangereux d'attirer tous les ennemis sur lui. Et alors que ces derniers pensent pouvoir abattre Richthofen, ses alliés descendent en piqué pour abattre les chasseurs adverses. Sa méthode se fait vite connaître, et l'avion rouge de Richthofen résonne désormais comme une vieille légende de marin. Les Français le surnomment le Diable Rouge, tandis que les Anglais lui donnent le nom de Baron Rouge. En avril 1917, les Anglais connaissent ce qu'ils vont appeler le mois d'avril sanglant. Pendant ce mois-ci, un tiers des pertes de la Royal Flying Corps,
l'ancêtre de la Royal Air Force, sont dus à l'escadron de Richthofen, ce qui acheva de faire du Baron Rouge le pilote le plus craint de cette guerre. C'est au final toute la Jasta 11 qui va finir par repeindre ses appareils dans des couleurs toutes plus extravagantes les unes que les autres, si bien qu'elle commence à se faire surnommer par les Anglais le cirque volant. Mais ne vous faites pas voir par ce nom ma foi très sympathique, les pilotes de la Jasta 11 sont de véritables machines à tuer. Car oui, Richthofen n'est pas le diable rouge pour rien. Il est en fait totalement à l'opposé des valeurs chevaleresques que semblent défendre les pilotes. Il respecte certes ses adversaires, il est connu pour se battre avec courage et honneur, mais il est aussi connu pour prendre du plaisir à tuer. On raconte aussi qu'il est pris de fou rire lorsqu'il abat un avion. Il fait graver des gobelets en argent à chacune de ses victoires, et quand il peut, il se pose à côté de la carcasse de l'avion qu'il vient d'abattre pour y récupérer un souvenir, soit sur l'avion en y découpant son immatriculation, ou directement sur la dépouille du pilote tué. Et il écrit même: je suis un chasseur, et lorsque j'abats un Anglais, ma passion n'est assouvie que pour un quart d'heure. Il est froid, sans pitié, prend du plaisir à tuer, bref, il a un véritable instinct de tueur. Ce qui casse en effet un peu le mythe du chevalier du ciel. En mai 1917, Richthofen rencontre le Kaiser Guillaume II et se voit décoré pour ses nombreuses victoires. Il est ensuite amené à écrire sa propre autobiographie. Évidemment sous le contrôle des services de propagande, son récit devient vite un grand succès dans toute l'Allemagne. Le Baron Rouge est devenu une véritable icône. On retrouve sa tête sur les cartes postales ou encore les timbres, et les lettres d'admiratrices affluent. En public, Richthofen se montre comme le héros de la nation, motivé par un patriotisme sans faille qui le pousse à tout donner pour son pays. Mais en privé, Richthofen commence à se lasser de cette guerre, qu'il trouve, comme la plupart des combattants, interminable. Il n'a plus la même fougue qu'à ses débuts, et sa lassitude lui fait prendre des risques inconsidérés, et notamment en désobéissant à plusieurs règles du dictabulk. Si bien que le 6 juillet 1917, alors engagé dans un combat aux côtés du cirque volant, il est gravement blessé à la tête. Son cerveau est atteint, mais il réussit malgré tout à poser son appareil, alors que sa blessure l'avait rendu à cet instant presque aveugle. Il est ramené dans un hôpital de l'arrière pour y être soigné. Au bout de 3 semaines seulement, et contre l'avis de ses médecins et des services de propagande qui veulent le garder en vie, il choisit de quitter l'hôpital et de retourner à son unité. Il est de retour au front, mais sa blessure ne le laisse pas indemne. Ses camarades constatent un changement radical de comportement. Il est silencieux, renfermé, irritable et est souvent pris de violents maux de tête. Ce qui ne l'empêche pas de reprendre du service avec un tout nouvel appareil. Il prend les commandes de ce qui deviendra l'emblématique Fokker triplan du Baron Rouge. Un avion qu'il n'utilisera au final que peu de fois comparé à son précédent, mais qui sera pourtant celui qui lui sera le plus associé. C'est avec cet avion qu'il abat son 80e et dernier appareil ennemi. Il devient ainsi le pilote ayant enregistré le plus de victoires de la Première Guerre mondiale. Quelques jours après, le 21 mars 1918, Richthofen survole le nord de la France. Il repère et prend en chasse un avion britannique. Mais il est lui aussi à nouveau rattrapé et pris en chasse par un autre britannique. Il enfreint alors une règle du dictabulk et s'isole du reste de son escadron. D'autres tirs fusent autour de lui. Ceux-là viennent du sol et proviennent de soldats australiens. Il tente d'échapper aux balles ennemies, mais une parvient à l'atteindre à la poitrine. Il réussit quand même à se poser dans un champ. Les soldats australiens accourent, mais arrivés sur place, ils retrouvent le Baron Rouge mort dans son appareil. Va alors débuter une petite querelle entre Britanniques et Australiens pour savoir qui a touché mortellement Richthofen. Et bon, encore aujourd'hui, on n'en sait rien. Mais bref, c'est ainsi que meurt l'as des as de la Grande Guerre à seulement 25 ans, après avoir créé l'un des plus grands mythes de l'histoire de l'aviation. Les Alliés ont tellement de respect pour cet adversaire de légende qu'il est enterré avec les mêmes honneurs que pour l'un des leurs, ce qui témoigne de l'admiration et de l'esprit chevaleresque dont faisaient preuve ces aviateurs. Le commandement du cirque volant sera repris peu après par un certain Lothar von Richthofen, son frère, lui aussi pilote de chasse, avant d'être repris en tout dernier par un autre pilote, un certain Hermann Göring, que vous connaissez sûrement puisqu'il deviendra l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich. Et il se servira d'ailleurs beaucoup de Richthofen pour sa propagande. Mais malgré ça, l'image du Baron Rouge est restée plutôt intacte jusqu'à aujourd'hui, vu qu'on le retrouve un peu partout, en BD, en film, en jeux vidéo ou en musique. Et pourtant, vous avez vu que celui que l'on présente comme le noble Baron Rouge était en fait un homme froid et calculateur, davantage motivé par la gloire que par un quelconque esprit chevaleresque. Et d'ailleurs, on n'est même pas sûr que ce soit lui qui a battu le plus grand nombre d'avions pendant la guerre, vu que la façon de comptabiliser les victoires peut varier d'un pays à l'autre. Et comme les Français avaient un fonctionnement un peu plus strict que les Allemands, il se peut que ce soit le Français René Fonck, qui puisse être le véritable as des as de 14-18, avec 107 victoires homologuées et non homologuées. Mais bon, je pense que ça sert pas à grand chose de rentrer dans un c'est qui a la plus longue.
liste de victoires. Chacun de ces pionniers, âgés pour la plupart d'à peine 20 ans, ont à leur manière chacun une histoire passionnante, qui a façonné l'histoire de l'aviation. Alors oui, le Baron Rouge est devenu un mythe que s'est forgé Richthofen, un mythe qui a réussi à perdurer jusqu'à aujourd'hui. Le Baron Rouge n'était que le héros légendaire d'une vision romantique que nous nous sommes faite de cette guerre du ciel. Même si celui que nous connaissons sous le nom de Baron Rouge était bien différent de qui était le vrai Manfred von Richthofen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à cliquer sur le lien NordVPN, ça m'aide beaucoup, et puis bon, si vous voulez l'utiliser, n'oubliez pas le code promo. Pensez aussi au like, au commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter ou encore Instagram, à me soutenir sur Utip en souscrivant à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, normalement vos noms s'affichent quelque part en haut, et bon, je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.